La polémique sur les emplois fictifs dans le monde politique. Lionel Jospin et Jacques Chirac signent une trêve, mais les attaques ont redoublé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi pour assurer le juste prix de la qualité de l'eau en France. Les agriculteurs sont dans le collimateur après les industriels. Indonésie, Jakarta en état de siège. La grande manifestation de l'opposition annulée aujourd'hui, mais Washington réclame la démission de Suharto. À l'est du Nouveau, l'entrée prochaine de la Pologne dans la communauté européenne encourage les agriculteurs français à cultiver les grands espaces des anciennes fermes collectives. Enquête dans ce journal. Cannes, il y a les stars et les apprentis comédiens. Ils viennent pour une journée tenter de se faire des relations et pourquoi pas décrocher un contrat. Madame, Monsieur, bonsoir. Attaque, riposte autour des emplois fictifs présumés occupés par des personnalités politiques à la mairie de Paris, dans certains ministères, à droite comme à gauche. Ce matin, avant le Conseil des ministres, Lionel Jospin et Jacques Chirac étaient tombés d'accord pour mettre un terme à cette polémique, de crainte qu'elle ne dégénère en une grave crise politique. La trêve aura été de courte durée puisque dès le début de l'après-midi, à l'Assemblée nationale, toujours, le Premier ministre fut de nouveau attaqué par l'opposition sur sa situation entre 93 et 97 en tant que haut fonctionnaire payé par le ministère des Affaires étrangères sans affectation. Et pour la seconde fois en 48 heures, Lionel Jospin s'est expliqué. Jean-Baptiste Prédaly, Pascal Caron. À la sortie du Conseil des ministres, on pouvait croire à l'armistice. Jacques Chirac et Lionel Jospin font savoir leur inquiétude face aux dérives ou aux discours qui risquent de troubler la vie politique. Lionel Jospin demande surtout à ses ministres de ne plus s'exprimer sur les affaires en cours. Il n'y a pas de déclaration à faire, demandez aux intéressés. C'est au sujet des turbulences de ces derniers jours. Qui met en danger la démocratie, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Je n'interviens pas dans les affaires et par conséquent, je n'ai pas l'intention d'en parler. La consigne gouvernementale est respectée. Mais à l'Assemblée, le RPR a choisi d'enfoncer le clou. Une nouvelle question à Lionel Jospin sur sa situation professionnelle entre 93 et 97. Et le Premier ministre décide de faire front. Je n'ai jamais vécu dans ma vie que d'un salaire, car je n'ai pas d'autres revenus pour vivre. Je n'ai pas de propriété de rapport, je n'ai pas d'immeuble, je n'ai pas de parents riches, je n'ai jamais pu vivre que de mon travail de salarié, et ça, vous ne pouviez pas me le retirer. Oui, ensuite, réélu à la tête du Parti socialiste, j'ai mené une bataille d'idées, de convictions, 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour. J'ai reconstruit avec mes amis une force politique. Avec mes amis, j'ai contribué à constituer une majorité. Je vous appelle, dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui, messieurs, à faire ce travail d'idées, de construction de force politique, plutôt que d'essayer de me mettre en cause comme vous le faites aujourd'hui. La gauche applaudit debout et Lionel Jospin revient sur le cessez-le-feu du matin. Nous ne sommes, en tant que président de la République française et en tant que Premier ministre, engagés dans aucune bataille l'un contre l'autre, même si nous avons sur un certain nombre de sujets des convictions différentes. En forçant Lionel Jospin à se justifier 2 fois en 2 jours, le RPR cherche à placer le Premier ministre sur la défensive. Comme pour rappeler à la gauche qu'elle ne doit pas profiter politiquement des affaires, un point de vue probablement partagé à l'Élysée. Celui par qui le scandale est arrivé à la mairie de Paris, l'ancien directeur du personnel de l'hôtel de ville, Georges Kemar, qui avait dénoncé 200 emplois fictifs, a été entendu aujourd'hui par la police financière. Très discret à sa sortie, il n'a fait cette fois-ci aucune déclaration. La politique, c'est encore la tension persistante dans le conflit entre le maire de Paris, Jean Tibéri, et son adversaire du même bord, Jacques Toubon, au sein de son propre camp. Donc, aucun projet d'armistice n'a pour l'instant abouti, bien au contraire, et Jacques Toubon est aujourd'hui menacé d'exclusion par la direction du RPR. Jeff Wittenberg, Nathalie Gallet. Aujourd'hui, Jacques Toubon a pris l'avion. Loin de Paris, le long week-end de l'Ascension va être, pour l'ancien garde des Sceaux, celui du choix. Ce fidèle de Jacques Chirac est-il prêt à rompre avec sa famille politique au nom de son combat pour la mairie de Paris? Car ce matin au RPR, le message fut clair. Devant tous les protagonistes convoqués pour l'occasion, Philippe Séguin et la direction du parti ont ordonné aux dissidents de l'hôtel de ville de dissoudre leur groupe.
Nous avons des responsabilités devant les Français, devant nos adhérents et devant les électeurs. Pourquoi ce qui n'est pas acceptable à Lyon, à Bordeaux ou à Toulouse le serait à Paris? Nous n'avons jamais accepté que nos élus siègent dans plusieurs groupes différents au sein d'une même majorité. Après les gestes amicaux que lui a manifestés en public hier le président Jacques Chirac, Jean Tibéry remporte donc une deuxième victoire. En première ligne, sur les affaires où le nom du RPR est cité, le maire de Paris a manifestement su trouver les arguments pour convaincre son parti de le soutenir. On n'est pas à faire de triomphalisme aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui préoccupé parce qu'il n'y a pas eu l'accord des responsables du groupe Paris. En fait, une semaine a été accordée aux contestataires pour entrer dans le rang. Aujourd'hui, le groupe dissident refuse ce qu'il appelle un diktat. Philippe Séguin s'est trompé sur la nature du groupe Paris, qui est un groupe profondément unitaire, je le pense, et c'est comme ça qu'il a été conçu. Ce n'est pas un groupe qui a pour but de putcher qui que ce soit. Le prochain rendez-vous aura lieu dans cette salle dès lundi. La précédente réunion des conseillers de Paris avait été un festival d'injures entre partisans et adversaires de Jean Tibéry. Depuis, la paix n'a pas été signée. Et puis encore le président Jacques Chirac, qui participait aujourd'hui au congrès des notaires à Lyon, s'est retrouvé dans une situation protocolaire délicate, puisqu'il avait en face de lui le président du conseil régional, Charles Millon, qui gère la région avec le Front National. Le président de la République s'est contenté, vous allez le voir, d'une poignée de main furtive et toute protocolaire. L'eau est devenue une matière précieuse et le ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, a présenté ce matin au Conseil des ministres un projet de réforme de sa gestion. Il s'agit de la rendre plus transparente, si je puis dire, plus efficace et si possible moins coûteuse. Dans un premier temps, il sera créé une instance indépendante qui pourra être saisie par les pouvoirs publics ou les usagers. Il faudra aussi étendre le principe du pollueur-payeur déjà admis par les industriels, l'étendre au monde agricole. Les agriculteurs étant dans certaines régions, comme en Bretagne, les plus gros pollueurs. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Les pollueurs seront les payeurs, c'est le principe proclamé aujourd'hui par Dominique Voynet. Mais un principe qui en fait existe déjà sur nos factures d'eau. Depuis longtemps, elles incluent des taxes spécifiques destinées à financer la lutte contre la pollution. Les agences de l'eau ont été créées par la loi de 64 et ont démarré en 69. Et ça a été basé sur le principe du pollueur-payeur, ce que l'on retrouve sur nos factures d'eau, puisque effectivement, dans les factures d'eau, les gens payent une redevance de prélèvement et une redevance de pollution en ce qui concerne le principe du pollueur-payeur. La nouveauté, c'est que la ministre de l'Environnement veut que désormais ces taxes soient proportionnelles aux pollutions causées par les uns et par les autres. Et de ce point de vue, dans certaines régions comme la Bretagne, il y a urgence. En l'an 2000, plus de la moitié des eaux utilisées pour fabriquer de l'eau potable ne répondront plus aux normes européennes. En Bretagne aujourd'hui, il existe un excédent d'azote qui donne les nitrates de l'ordre de 100 000 tonnes par an. Ces 100 000 tonnes, elles représentent l'équivalent d'un train dont l'ensemble des wagons citernes représenterait plus de 10 000 km de long. Au banc des accusés, les agriculteurs, réputés aussi gros consommateurs d'eau que grands pollueurs par le recours systématique aux engrais notamment. Depuis 1996, des aides substantielles leur ont été accordées pour limiter les effets de la pollution, ce qui les pousse aujourd'hui à refuser le rôle de bouc émissaire. À chaque fois qu'on parle de pollution, on dit que les agriculteurs ne sont pas prêts à faire des efforts. On est prêts à faire des efforts et on les fera. Sinon, demain, on n'a plus d'avenir. Moi, j'ai des enfants et j'espère que demain, ils seront paysans. Un cri d'alarme que Dominique Voynet semble avoir entendu. Dans son projet de réforme, elle parle désormais aussi volontiers de formation et de conseils en agriculture que de renforcement des taxes. Après la révélation la semaine dernière concernant la contamination possible des wagons transportant les déchets nucléaires en direction de l'usine de retraitement de La Hague, les cheminots, qui étaient les premiers concernés, ont obtenu l'installation d'appareils de détection qui permettent un examen régulier des personnels à la fin des heures de travail. Anne Poncinet. Un peu à la manière des camions de don du sang ou de radiographie, le camion de l'OPRI stationne depuis hier devant la gare de Valognes. Pendant 30 minutes, dans ce sarcophage, les cheminots qui ont manipulé les convois de combustible nucléaire subissent une anthropogammamétrie. Il s'agit de mesurer séparément les radioactivités naturelles et accidentelles présentes dans le corps. Les 12 premiers résultats sur une quarantaine d'analyses prévues ont été rassurants. Depuis qu'il y a donc les convois nucléaires, eh bien je travaille dans cette gare tous les jours. Je suis en contact avec ces convois chaque jour. Vous avez le résultat de votre dosimétrie là? On a un résultat, disons, approximatif. Bon,
A priori, bien, il n'y a pas de problème, tant mieux. Bon, il a fallu attendre qu'il y ait des problèmes sur des wagons pour en arriver là. Eh bien, nous terminons la 3e série de personnes. Nous avons donc examiné maintenant 12 personnes. Et tous les spectres que nous avons examinés ne montrent aucun pic de radioactivité. Donc nous sommes en dessous des seuils de mesure. La semaine prochaine, le camion sera à Sotteville-lès-Rouen. Selon le ministère de l'Environnement allemand, Cogema et les industriels allemands savaient depuis plus de 10 ans que leur transport de déchets nucléaires dépassait les seuils. L'Assemblée nationale a achevé cet après-midi l'examen de la loi contre l'exclusion sociale. À l'heure du vote, l'opposition RPR a voté contre, tandis que l'UDF avait choisi l'abstention. Dans ces grandes lignes, la loi s'intéresse d'abord à réduire, on l'a déjà dit, le nombre des expulsions de logements, à lutter contre le surendettement, sans oublier une série de mesures concernant l'emploi. En marge de cette loi, des initiatives sont prises régulièrement, notamment par les agences de la NPE. Dans l'Hérault, c'est un système d'appel téléphonique à répétition qui, comme son nom l'indique, ne s'arrête qu'en cas de réponse de l'intéressé. Véronique Gaglione, Françoise Mazou. La NPE de Montpellier Millénaire recherche 2 serveurs de restaurant pour travailler du lundi. Une seule annonce enregistrée et plusieurs dizaines de demandeurs d'emploi bientôt au bout du fil. 22 agences ANPE du Languedoc-Roussillon peuvent ainsi saisir leurs offres par téléphone. L'ordinateur appelle tout seul les numéros demandés. On sait que dans la journée, ou même dans la soirée, le demandeur d'emploi va être contacté. Par exemple, si une offre d'extra qui nous arrive, en exemple le vendredi après-midi, on le contacte dans la soirée et l'employeur qui voulait faire un banquet le samedi aura son candidat. L'automate d'appel a ainsi facilité les rapprochements rapides pendant les fêtes de fin d'année. Il servira encore beaucoup cet été. Vous savez, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de... Donc on peut avoir à tout moment besoin d'une personne supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un surpoids d'activité par rapport à la saison. 25 000 appels lancés depuis novembre. 85 heures de téléphone évitées aux agents. Le contacteur rappelle 6 fois avant de se décourager, 11 heures par jour, sauf le dimanche. La NPE Montpellier Millénaire recherche un ingénieur fruits et légumes. Autant vous dire que ça fait plaisir, parce que dans une démarche d'emploi, on se sent seul de manière générale. Et là, tiens, un petit appel de la NPE, on se dit, il y a des gens qui vous aident dans cette démarche d'emploi et c'est très positif. Mais pour que le système n'exclue pas définitivement les demandeurs d'emploi sans téléphone, le contacteur restera toujours un moyen de plus pour connaître une offre, pas le seul. Les ouvriers de l'arsenal militaire de Toulon ne désarment pas. Ils étaient entre 6 000 selon la police, 15 000 selon les syndicats à manifester ce matin dans les rues de la ville. Toujours pour le même motif. Ils protestent contre l'attribution à un chantier privé de la réparation d'un bâtiment militaire. Selon le ministère de la Défense, ce chantier propose un devis beaucoup moins cher et un délai de réparation beaucoup plus rapide. La fin des boutiques hors taxes pour les voyageurs qui circulent entre les pays de la communauté européenne. Les instances de Bruxelles n'ont pas voulu prolonger l'existence de ce type de commerce qui doit disparaître avec le marché unique. Ce secteur, qui emploie tout de même plusieurs milliers de personnes, est inquiet, notamment les armateurs qui assurent le trafic transmanche et dont le chiffre d'affaires dépend souvent pour moitié de ces ventes hors taxes. Reportage Marianne Masse, Dominique Masse. Alcool, tabac, produits de luxe, pour les compagnies de ferry, ce commerce du duty-free représente en moyenne 50% de leur chiffre d'affaires. C'est grâce à lui qu'elles peuvent pratiquer des prix concurrentiels sur la traversée et attirer la clientèle. La fin du duty-free, les transporteurs sont unanimes sur la question. C'est des milliers d'emplois en moins en Europe. C'est pas un problème local, ça concerne les avions, ça concerne les sociétés, ça concerne les parfumeurs, ça concerne une foule de personnes. On parle de plus de 15 000 emplois en France. Alors une Europe qui se dit, nous voulons nous occuper en priorité du dossier chômage et on va là d'un seul coup, mettre 15 000 emplois en l'air. Non. 15 000 emplois en France, 140 000 en Europe. Ces estimations resteront des estimations puisque les 15 ont refusé l'étude d'impact qui aurait permis d'avoir des chiffres officiels. Ce qui préoccupe Bruxelles, c'est les 2 milliards d'écus de pertes fiscales par an que représente ce hors-taxe. Et si on veut faire comprendre que le duty-free, ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'attirer les Anglais. Tout le commerce s'est adapté à cette clientèle qui n'hésite pas à dépenser et même à goûter des cuisses de grenouille. Dans ce restaurant, par exemple, on peut compter jusqu'à 70% de tables anglaises. Alors, il n'y a pas un seul restaurateur qui ne travaille pas avec des Anglais. Comment va-t-on faire s'il n'y a plus d'Anglais? Il y a beaucoup de chambres surcalées, il y a beaucoup de restaurants. Pour moi, c'est entre la moitié et 3/4 de restaurateurs qui vont disparaître.
À Calais, c'est toute l'économie qui est dirigée vers la mer. Aujourd'hui, on estime qu'une bataille est perdue, mais la guerre continue. Le plan de restructuration du Crédit Lyonnais a été définitivement adopté cet après-midi à Bruxelles. Conséquence, une privatisation avant la fin 99. Pour les spécialistes, le Crédit Lyonnais va devenir une banque moyenne à l'échelle de l'Europe qui conservera une forte position en France, mais elle devra sans doute s'adosser à un grand groupe international. Le marché unique européen et son extension à des pays de l'Est comme la Pologne, ce peut être également une opportunité pour des entrepreneurs, et cela dans tous les secteurs. Exemple, cet agriculteur de l'Oise. En France, il n'avait plus la possibilité de s'agrandir. Il a donc décidé de partir à l'aventure en Pologne. Là-bas, il a loué 400 hectares d'une ancienne ferme collective. Reportage Olivier Lerner. Il a d'abord appris le portugais, puis l'allemand. Mais c'est finalement en Pologne qu'il s'est enraciné. 3 ans de labeur, mais 3 ans de vrai bonheur sur ces terres louées à l'État polonais. Mon objectif, c'était pas de rester avec la surface que mes parents avaient, c'était d'augmenter fortement la taille de l'exploitation. Donc, je me suis dit qu'en fait, il fallait changer de pays pour pouvoir trouver plus grand, quoi. Il avait moins de 200 hectares en Picardie. Il exploite aujourd'hui près de 1000 hectares autour de ce petit hameau de 400 habitants, un village abandonné à 40 km de Stettin où tout a été pillé après la chute des communistes. Le fermier français a devant lui un contrat de 15 ans. Et s'il arrive à moderniser cette porcherie, on lui promet un nouveau bail de 30 ans. Cette porcherie-là, quand je suis arrivé il y a 3 ans, a été vide. Aujourd'hui, elle est encore vide. Et dans un premier temps, j'ai remis l'exploitation en production végétale en place pour améliorer la terre. Et aujourd'hui, je pense trouver des partenaires et des spécialistes du port pour remettre tous ces bâtiments-là à niveau et produire du porc. La poussière, la rouille, il ne va pas reculer pour si peu. Lorsqu'il est arrivé en 1995, cette terre n'était que désolation, des terres en friche, inexploitées, désertées. Son petit nid, à lui, est gardé jour et nuit. Il a acheté une dizaine de machines agricoles, embauché 7 personnes. Cette grande maison, pour ce célibataire endurci, c'est une succession de portes avec 200 clés. Là aussi, il rénove, sans compter. Vous gagnez combien par mois? Gagner par mois, c'est moi l'argent, bon, c'est pas le seul but dans la vie en fait. Non, c'était plutôt le challenge de remettre cette exploitation-là sur les rails, quoi. L'argent, c'est pas... Pour cultiver ses betteraves, son blé et ses pommes de terre, il a emprunté plusieurs millions de francs. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne soit approché par des revendeurs en tout genre. Cela semble quelque peu déstabilisé. La négociation se fait en franco-polonais. Ils sont sur Internet, hein, ils sont dynamiques les marchands de machines ici. Hein. de voir. Bon, Chichagne et Machas. Chaumont en Vexin dans l'Oise est à 10 heures de route. Parfois, il rentre au pays, mais sa vie est ici, dans ces champs polonais qui s'étendent à perte de vue. En France, le ministère de l'Agriculture a annoncé aujourd'hui le retrait de la vente d'une marque de fromage maroilles, la Ferme Blanche. C'est le nom de la marque, après la détection de l'hystéria dans certains produits qui peuvent provoquer des cas de listériose, une maladie infectieuse, notamment chez les femmes enceintes et chez les enfants. Pour l'instant, aucun malade, il faut le dire, n'a été signalé. Le boom des surgelés. L'an dernier, en France, 93% des ménages en avaient consommé au moins une fois. Aujourd'hui, donc, les produits surgelés concernent des produits de plus en plus sophistiqués, des légumes traditionnels aux pâtisseries en passant même par les herbes fines. Bref, il apparaît qu'aucun produit ne résiste aux attraits de la congélation. Reportage Sophie Jouve, François Garnier. C'est froid, moins 18 degrés, c'est tout prêt et ça fait un tabac. Tous les jours, les produits surgelés font de nouveaux adeptes. Avec 33 kilos par an et par foyer, nous en consommons 40% de plus qu'il y a 10 ans. Produit phare, les légumes. Ils composent 46% de nos paniers. Viennent ensuite les entrées avec la prédominance des pizzas, les plats tout préparés, le poisson. Et surprise, ces surgelés séduisent aujourd'hui les plus critiques. Ces valeurs nutritionnelles sont donc aussi bonnes que celles du produit frais, mais pas meilleures, contrairement à l'idée reçue, que celles des conserves. Donc là, le choix doit surtout reposer sur le goût. Et c'est vrai qu'au niveau goût, le frais est souvent plus savoureux que le surgelé. Je n'ai pas le temps de faire la cuisine et quand je rentre chez moi, tard le soir, j'ai pas le courage non plus. Donc j'achète des plats tout prêts. Il n'y a plus qu'à le mettre à cuire, ça y est.
Et en plus, on est, je pense, persuadé de la fraîcheur du produit. Même les prix de ces produits ne sont pas dissuasifs, sauf pour les plats cuisinés les plus sophistiqués. Et certains gadgets très rémunérateurs comptaient 126 francs le kilo pour le basilic. Les grandes surfaces restent numéro 1 pour la vente de surgelés, mais les magasins spécialisés gagnent du terrain en proposant du haut de gamme. Je crois qu'il y a 10 ans, on n'envisageait pas, on n'aurait pas osé imaginer proposer du foie gras congelé. Et nous en proposons à la fois des escalopes de foie gras cru et pour les fêtes de fin d'année, un lobe de foie gras de canard entier à cuire. Plus encore qu'à la maison, les surgelés réalisent leurs plus belles percées dans les restaurants et les cantines. Par souci d'économie de personnel, 50% de la restauration collective sont élaborés à base de ces produits. Une chose est sûre, le marché des surgelés séduit aujourd'hui toutes les classes de la société. Les plus écolos, eux, ont trouvé la parade. Ils congèlent eux-mêmes ce qu'ils produisent. 3 ans d'enquête de filature auront été nécessaires aux policiers américains pour démanteler un trafic de drogue à l'échelle de plusieurs pays d'Amérique latine, mettant principalement en cause de très grandes banques mexicaines avec des ramifications aux États-Unis et en Italie. Reportage Philippe Gassot. Sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis, ce n'est pas un mur qui les arrête. Ceux qui portent, ceux qui passent, on les surnomme les mules. C'est en grande partie grâce à eux que la drogue arrive en Amérique du Nord. Les gardes sont trop peu nombreux pour endiguer le trafic et la frontière beaucoup trop longue. Les gros bonnets s'étaient réunis à Las Vegas, des agents des douanes infiltrés leur avaient promis une occasion de blanchir des millions tout en faisant la fête. Ils étaient pistés depuis 3 ans. Le coup de filet, ne nous y trompons pas, est le plus grand et le plus complet de l'histoire de la police américaine dans une affaire de blanchiment d'argent. Sur les 107 inculpés, 42 sont déjà sous les verrous. L'affaire pourrait en concerner 200. L'argent sale récupéré représente à l'heure actuelle 35 millions de dollars, plus de 200 millions de francs et ça n'est pas fini. Les billets verts de la drogue sont partout. Pour démanteler le réseau, les agents des douanes ont dû jouer aux gangsters en prenant des risques énormes. Quand de telles sommes sont en jeu, il n'y a pas de pitié. Le trafic était orchestré par les Colombiens du redoutable cartel de Cali et les Mexicains du cartel de Juarez. Aujourd'hui, nous avons frappé au point sensible, l'argent des barons de la drogue. Et même si nous n'avons pas détruit le cartel, nous l'avons considérablement affaibli et déstabilisé. La police mexicaine a été à dessein écartée de l'opération Casablanca qui établit sans équivoque que les principales banques du pays étaient complices du trafic grâce entre autres à leurs succursales installées aux États-Unis. Les enquêteurs désignent aussi des banques complices en Italie, en Espagne, en Hollande, aux îles Caïmans, ce qui permettait à l'argent de la drogue un lavage plus blanc que blanc. Vol ou disparition, en tout cas la monnaie européenne est en danger. Tout commence par l'exposition de Paris d'un hologramme fabriqué par une société française, un appareil qui permet en filigrane d'empêcher la falsification des billets. L'objet a bien été embarqué à Paris, direction Munich, où il n'est jamais arrivé. Il était destiné aux fabricants de l'euro allemand. Reportage Olivier Lerner. L'hologramme, c'est cette pellicule fine, brillante, qui rend infalsifiables les billets de banque. L'euro en sera doté, évidemment. Et l'un des meilleurs spécialistes de l'hologramme se trouve en France. Mardi 12 mai, aéroport Charles de Gaulle. Le tampon hologramme, mis au point par une société de Marne-la-Vallée, est transporté sous haute sécurité par un convoyeur de fonds bien connu, la Brinks. Ce document le prouve, le précieux paquet a été remis à Air France, destination Munich, où on ne l'a pas trouvé. Et les aéroports allemands effectuent eux-mêmes les manutentions de colis valeurs par l'intermédiaire de manutentionnaires. Alors que s'est-il passé à bord du vol 2522, mardi dernier, qui s'est posé avec 20 minutes de retard, c'est tout ce qu'on a remarqué. La compagnie Air France a porté plainte, mais sa responsabilité est aussi en cause, d'où l'embarras de son représentant à Munich. Dès l'arrivée de l'avion, on a constaté que le colis, a priori, n'était pas dans l'avion. Il n'était pas dans la soute? A priori, dans l'avion. Air France, la police française, en association avec la police allemande, enquête sur cette disparition mystérieuse. Au siège de la police criminelle à Munich, là aussi, l'embarras est total. Je ne peux rien vous dire maintenant. Le tampon hologramme fabriqué en France devait être livré ici en Bavière dans une des filiales de cette grande imprimerie privée.
L'euro est fabriqué dans 10 pays en Europe. On met au point une méthode de fabrication identique avec les mêmes règles de sécurité. Ce ne devait être qu'un essai, il est reporté à plus tard. Le marché est colossal. Les Allemands s'apprêtent à sortir 1,8 milliard de billets en euros. Alors restent 3 hypothèses. 1. Le petit paquet s'est perdu. 2. On peut penser à de l'espionnage industriel s'il a été volé. 3. Il est peut-être déjà entre les mains de faux monnayeurs qui cherchent à falsifier cette monnaie qui n'existe pas encore. Après le Louvre, c'est dans un musée de Rome que l'on a volé 3 tableaux la nuit dernière. 2 Van Gogh, 1 Cézanne. 3 hommes armés ont neutralisé les 3 gardiens de nuit. Les œuvres étant très connues et pratiquement invendables, les enquêteurs pensent qu'il pourrait bien s'agir là d'un coup de la mafia. En Indonésie, la capitale Jakarta ayant été mise en état de siège par le gouvernement et l'armée, des hommes, des blindés à chaque coin de rue, l'opposition a préféré annuler sa grande manifestation prévue aujourd'hui. Pour autant, cela n'indique pas que le président Suharto ait repris pour longtemps la situation en main. En effet, pour la première fois, Washington vient de lui demander de démissionner. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Bruno Giraudon. Des rues vides, des chevaux de frise, des chars et des milliers de soldats déployés aux principaux carrefours toute la journée, Jakarta a vécu au rythme d'une sorte d'état de siège. Pour les militaires, il s'agissait évidemment d'interdire, éventuellement de réprimer, la grande manifestation prévue par l'opposition au régime du président Suharto. Particulièrement fermées, toutes les grandes artères qui mènent au palais présidentiel. Opération réussie. Devant cette démonstration de force, un des dirigeants de l'opposition, Amin Rais, demandera à ses militants de suspendre la manifestation tout en affirmant que les jours de Suharto étaient comptés. Seul endroit animé aujourd'hui, le Parlement, où depuis 3 jours, des dizaines de milliers d'étudiants se réunissent, crient leur rejet du système et demandent la démission du président. Ici, l'ambiance est plutôt à la fête. Aucune tension apparente, les rares soldats présents ne bougent pas. Certains même fraternisent, applaudissent ou saluent les étudiants. Je pense que les militaires doivent protéger les étudiants, mais aussi les peuples. Toute la journée sera calme, on assistera même à certaines scènes étonnantes. Dans la soirée, quelques étudiants quitteront le Parlement, mais des milliers d'autres y resteront. Ce jour doit être le premier jour des réformes, nous resterons ici jusqu'au départ de Suharto. Certains hommes politiques les rejoindront pour passer avec eux une nuit de chansons. Ce soir, alors qu'une partie du dispositif militaire a été allégée dans les rues de Jakarta, en coulisses, les tractations politiques sont intenses. Pour beaucoup ici, la question n'est plus de savoir si le président Suharto doit partir, mais quand et comment il le fera. La reine d'Angleterre en visite en France ce matin dans un collège de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Visite par l'intermédiaire d'un duplex télévisé. En fait, la reine Elisabeth se trouvait dans un collège anglais qui est jumelé avec un établissement scolaire de la banlieue parisienne. Et un dialogue s'est établi entre Sa Gracieuse Majesté et les jeunes écoliers français. Nathalie Moisan, Bernie Merriot. We would like to express our deepest gratitude. Aujourd'hui, c'est travaux pratiques avec Elisabeth. Dans quelques minutes, ses élèves de 6e s'adresseront à la reine d'Angleterre. C'est quand même quelque chose de parler à la reine d'Angleterre à 12 ans. C'est rare. La reine, c'est quelqu'un, quoi. C'est quelqu'un qui gouverne quand même la Britannie. Une vidéo-transmission transmanche et avec une telle interlocutrice demande un minimum de réglage technique. De quoi rendre impatient 5 minutes avant que ça commence. Est-ce que vous nous entendez? On a le trac et puis c'est plus long. C'est plus intense quand on l'attend. Tiens, la voilà. Quand la reine s'installe, chacun connaît sa réplique. Your Majesty, it's our privilege to... Le souffleur aussi, d'ailleurs la reine elle-même se fait dicter ses questions. Après cette année, qu'est-ce que les enfants vont faire dans leur carrière? Et prière de ne pas répondre à la question avant que la reine n'ait eu le temps de la poser. Très bien, vous arrêtez et vous attendez maintenant la question de Sa Majesté, s'il vous plaît. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu votre collège? Au bout d'un moment, quand même, elle était un petit peu trop autoritaire. Elle ne connaissait pas ces questions, on lui soufflait dans l'oreille. Ça faisait un peu bête, quoi.
À défaut de progresser en anglais, nos collégiens auront au moins appris un principe cher aux Anglais, le respect du protocole. Lésigny, en Seine-et-Marne, capitale du Brésil pendant un mois, la durée de la Coupe du Monde de football. Les 8000 habitants de cette commune, bien tranquille jusqu'à présent, sont à la fois ravis, curieux et inquiets. Vendredi, ils vont voir débarquer l'équipe favorite de la Coupe du Monde, donc les Brésiliens et leurs supporters. Reportage Sébastien Vibert, Philippe Ray. Bon dia, bienvenue au château de Grande Romaine. Voici la réception du château où on a fait énormément de travaux. Les employés de l'hôtel sont aujourd'hui à 2 jours à peine d'une rencontre décisive au plus haut niveau, l'accueil de l'équipe du Brésil. Voici une chambre standard de ce qu'on pourront avoir les joueurs brésiliens, avec donc 2 lits séparés. C'est pas du grand luxe, mais c'est très calme, c'est très adapté à la circonstance. Car les Brésiliens voulaient du calme et de l'espace. Du coup, ils ont carrément loué tout l'hôtel, 90 chambres, pour n'en occuper que la moitié. La direction a fait refaire tous les systèmes de sécurité. On aura à peu près 1500 personnes entre les journalistes, les fans, les badauds qui vont venir voir pour essayer de voir Ronaldo, etc. Donc ça va être assez difficile à gérer au niveau sécurité. L'hôtel n'était même pas candidat. C'est le sponsor de l'équipe qui l'a choisi et fait baisser la note. Passer de 9 à 7 millions de francs pour 2 mois, pension complète. Les 8000 habitants de Lésigny vivent donc leurs dernières heures de calme avant la tempête. Le déferlement de visiteurs curieux et fervents, attendu et redouté. Très dur, très dur. S'il fait beau, ça va être très très dur. Mais très très dur. Mais enfin, ça va être agréable quand même. En même temps, ce sont des gens qui savent faire la fête, non? Ah oui, ce sont des gens qui savent faire la fête. On a de la chance, nous avons beaucoup de chance. Et Lésigny a même la chance d'être aujourd'hui au Brésil la ville la plus célèbre de France. Elle pourrait même, ô gloire suprême, devenir lieu de pèlerinage si les Brésiliens remportent le 12 juillet leur 5e Coupe du Monde. Les obsèques de Frank Sinatra ont eu lieu aujourd'hui à Beverly Hills. Ses amis étaient présents, Anthony Quinn, Liza Minnelli ou encore Kirk Douglas, où Frank Sinatra donc devait être ensuite enterré auprès de ses parents dans un petit cimetière dans le désert à Palm Springs, près de Los Angeles. À Cannes, il y a les comédiens, les acteurs, les stars et aujourd'hui les débutants. 40 jeunes apprentis comédiens venus de Paris par le train de nuit pour repartir le soir même. Ça fait moins de frais. Une journée de rêve et de travail pour tenter de décrocher quelques contrats ou au moins se faire des relations. Nicolas Vinclair, Jacques Garniche. Quand on a décidé de s'aiguiller vers une carrière d'acteur, il est toujours agréable qu'on vous mette sur les rails. Arrivée du train de nuit en provenance de Paris, Cannes, 10 minutes d'arrêt. Ils sont 40 jeunes talents, ça fait 90 août, 40 acteurs d'horizons très différents venus prouver aux professionnels qu'ils ont l'étoffe des plus grands. La journée commence par une douche au palais, séquence non, non, non. Non, non, non. C'est l'Adami qui défend les droits des artistes et interprètes qui les a sélectionnés et qui va les épauler pendant 1 an. À Cannes, projection d'une série de courts-métrages, 3 minutes, c'est pas beaucoup, pour faire ses preuves. Non, mais je dirais, les jeunes acteurs comme ça, c'est intéressant à voir, à vivre ce jeune vivier et voir comment ils vont se développer à travers les années. Je m'appelle Max Ringard, je suis producteur. Tu as une superbe peau, toi d'ailleurs. On va retourner la caméra et on va s'éclater comme des mecs. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est Rufus, le parrain de l'opération Talent 98. Après la projection, un cocktail et un déjeuner, on partage les petits fours, les grands espoirs et les curriculum vitae. C'est grâce à cette opération, renouvelée chaque année, qu'on a vu éclore des talents comme Samir Nasseri, le héros du film Taxi, et Alain Von Bautre. On est dans la jungle. Moi, je me sens être vraiment dans la jungle et essayer de traverser dans les broussailles. Et de temps en temps, il y a une petite clairière et je me dis, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, finalement, c'est très rare une corporation qui s'occupe de ses petits. Et je trouve qu'il y a une dignité à faire ça. Passer son temps à gratter aux portes, vivre dans la précarité, c'est le quotidien en effet de beaucoup d'entre eux. C'est un assez beau gabarit. S'ils ont, en grimpant les marches, emboîté les pas des plus grands, c'est en gardant bien en tête que pour réussir, il faut souvent autant de chance que de talent. Et quand ils sont repartis le soir même, c'est en espérant peut-être que leur court-métrage ait été comme un soulier de verre aux marches du palais, un souvenir ému pour un producteur charmant. Bernini, dit le Bernin, architecte-sculpteur du XVIIe siècle auquel on doit les plus beaux monuments de la Rome actuelle, fêtés à l'occasion du 400e anniversaire de sa naissance par une exposition à la célèbre Villa Borghese à Rome. En regardant ses œuvres, vous allez le voir rassemblées là, on s'aperçoit de l'extraordinaire génie de cet artiste qui vous donne le sentiment que la pierre ou le marbre sont des matières que l'on peut modeler. Reportage Alain Chalon.
S'il y a bien quelqu'un qui a forgé l'image de Rome plus encore que les Romains antiques, c'est bien Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin. C'était au XVIIe siècle, l'âge d'or du baroque dont il fut l'un des inventeurs. La place Saint-Pierre, c'est lui, absolument révolutionnaire à cette époque. Le pont Saint-Ange, c'est encore lui. Chaque statue est un chef-d'œuvre. Et l'admirable fontaine de la place Navone, c'est toujours lui. Bref, la Rome baroque, c'est le Bernin. Bernin avait la conception symbolique d'une ville comme Rome, où tout était symbolique, où tout s'accordait avec une idée métaphorique de l'histoire, du pouvoir, des images des personnages. Le Bernin, qui s'est ainsi autoportraituré, a débuté très jeune ici, à la villa du cardinal Scipion Borghese, où se déroule l'exposition qui lui est aujourd'hui consacrée. Grand amateur d'art, le cardinal lui commanda une série de statues objectifs mêlés l'antique et le moderne. Regardez cette hermaphrodite. La statue est grecque, le matelas est du Bernin. On semble pouvoir s'enfoncer dans le marbre. Même effet avec cette scène de la mythologie, le rapt de Proserpine. Pluton, dans toute sa puissance, se saisit de Proserpine qui veut s'échapper. Ses mains s'enfoncent dans la chair de pierre de la belle effarouchée. Il nous donne l'impression de travailler avec la cire et pas avec le marbre. Et c'est exactement ce que Bernin voulait obtenir, parce que c'est les grandes métaphores, c'est les grands jeux, c'est les grands divertissements et c'est les grandes théâtralités du baroque. Autre théâtralité du Bernin, le mouvement. Dans ce groupe, Apollon et Daphné, Daphné poursuivie par Apollon paraît littéralement s'envoler. David, quant à lui, crispé dans un effort surhumain, semble sur le point de lancer la pierre fatale à Goliath. Le Bernin avait 21 ans. Il a porté les mouvements, il a porté l'expression. C'est la première fois qu'on a l'expression sur un visage de statue, parce que la statue classique et aussi la statue de Michel-Ange avait été sans expression, avait une physionomie fixe. Oui, avec le Bernin, la statue devient vivante. Vivante comme cette vérité, trop heureuse de voir son reflet dans les fresques du plafond. À 98 ans, Julien Green voit ses œuvres rééditées dans la collection de la Pléiade. Une biographie qui lui est consacrée vient également de sortir. Julien Green, sans doute l'un des plus grands écrivains de ce siècle, a accepté de nous recevoir à cette occasion. Et c'est rare. Geneviève Moll, Bernard Puissesseau. Mais oui, il est très bien. Je ne m'en pour nulle part. Ça, c'est très bon, ça. Ça vous rend heureux. Le champagne rend heureux. Quand on rencontre Julien Green, qui aura 98 ans le 6 septembre prochain, ce qui frappe d'abord, c'est sa joie de vivre. Je suis heureux toute la journée, même avec les douleurs. Est-ce que tu te rends compte? Je suis très heureux, je suis si heureux d'être en vie. Ça, j'aurais dû vous le dire, là. Le bonheur d'être en vie. Je connais ça. Peut-être est-ce l'écriture qui le maintient ainsi dans le monde. Chaque jour, il consacre quelques heures à ce journal qu'il a commencé dès l'âge de 16 ans. Je n'écris plus de roman pour le moment, mais je tiens mon journal qui est au fond, c'est mon roman. C'est le roman actuel. Des romans, du théâtre, des contes, beaucoup d'inédits. Ce 8e volume des œuvres de Green dans la Pléiade clôt en partie l'œuvre immense. L'accompagne un album écrit par son fils Eric Green qui raconte cette vie dans le siècle. C'est ma vie en images tout entière. Tout simple. Voilà, ma vie en images jusqu'à l'heure actuelle. De ma mère dont je vous parlais, peut-on imaginer une figure plus belle que la sienne? Cette mère, il l'a passionnément aimée. Et sa mort, alors qu'il avait 14 ans, a créé chez lui un traumatisme insurmontable. De là, probablement, a surgi l'écrivain. Dans ses romans, Moncineère, Moira, Minuit, Le mauvais lieu, dans son journal, dans son autobiographie, il va rechercher ce paradis perdu de l'enfance, arrêté brutalement. À l'origine de tout ça, il y a l'enfance, vous savez. On lui dit, l'enfant dicte et l'homme écrit, n'est-ce pas? C'est à peu près cela. Son dernier livre, qui paraît aussi en ce moment, Jeunesse immortelle, est consacré à 2 poètes anglais, Donne et Coleridge. Julien Green entame ainsi un hommage aux poètes de sa jeunesse. L'œuvre reste donc ouverte, comme l'esprit toujours curieux de cet écrivain qui a marqué son siècle.
Le rappel du principal titre de l'actualité avant de nous quitter, la polémique sur les emplois fictifs dans le monde politique. Lionel Jospin et Jacques Chirac ont signé une trêve ce matin, mais les attaques ont redoublé cet après-midi contre le Premier ministre Lionel Jospin. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Demain soir, ici même, vous retrouverez Benoît Duquesne. Quant à moi, je me trouverai, pour une fois n'est pas coutume, j'ai de la chance, en compagnie de Sharon Stone. Ce sera à Cannes. Au revoir, à demain. Ce soir,